Les Éditions de l'Homme et Recto Verso Éditeur vous rappellent que vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. J'ai toujours en compagnie de Marie-Claude Barrette qui nous a présenté à l'automne un magnifique livre, La Couveuse. Et Marie-Claude, dans l'ouvrage, on te suit dans les étapes que tu vas devoir subir tout au long de ces 133 jours où tu es alitée. Tellement. C'est long, 133 jours. J'ai l'impression que quand je l'ai écrit, c'est encore plus long que quand je l'ai vécu. Ben, tu sais, quand on le vit, moi, il y a bien des gens qui m'ont dit « Ah, t'es courageuse, comment t'as fait? » Mais c'est pas du courage. C'est ça, un jour à la fois. C'était dedans. Ben oui, mais c'est ça, parce que, tu sais, moi, quand à 16 semaines, j'ai été hospitalisée, bon, à 18 semaines, on avait le résultat de la myosynthèse. Donc, mon but, c'est de me rendre à 18 semaines. Après la 18e semaine, ben, c'était de me rendre à la viabilité qui est à 24 semaines. À 24 semaines, ils m'ont dit, tu vas être transféré dans un autre centre hospitalier où on est capable d'accoucher une femme à 24 semaines. Moi, j'ai choisi d'arriver à Montréal, à Sainte-Justine, parce que j'avais de la famille ici. Fallait aussi que ma fille Angela me suive. Et mon chum, lui, ben, il se promenait à Kakuna, Québec, Montréal. Il était député, chef de l'opposition, chef de l'ADQ à l'époque. Et quand je suis arrivée à Montréal, tu sais, moi, là, j'avais comme atteint quelque chose. Là, j'avais mon 24 semaines. Et quand le néonatologiste m'a dit, bon, si votre enfant arrive cette nuit, qu'est-ce qu'on fait? Ben, moi, j'étais là, je le sais pas. J'imagine qu'on accouche. Puis non. Et on a le droit de vie ou de mort, dans le sens que si votre enfant a besoin d'être branché, ce qui est souvent le cas à 24 heures, je pense que c'est toujours le cas, est-ce qu'on le maintient en vie à tout prix? Et là, la question, moi, je me disais, j'avais touché quelque chose, j'avais venu de peser sur un piton que tout allait bien, et là, on me disait non. Puis là, il m'a dit non, jusqu'à 24 semaines, vous êtes à haut risque. C'est lui qui m'a dit, entre la 24 et la 27e semaine, c'est la période la plus à risque pour n'importe quelle grossesse. Parce que, juste avant 24 semaines, les chances de vie sont très, très minces, à peine possibles. Et après 27, les vaisseaux sanguins sont beaucoup plus solides au cerveau. Donc, entre les deux, les hémorragies cérébrales, en fait, les organes sont tout petits. Donc, il y a beaucoup de risques à la manipulation de ces enfants-là. Et quand il m'a dit ça, moi, on dirait que le monde venait de s'écrouler parce que déjà, dans le transfert entre Rivière-du-Loup et Montréal, j'avais perdu beaucoup de liquide amniotique, donc j'étais encore en danger. On m'annonçait ça. Alors, ça a été une période difficile. Et ma chambre était, je sais qu'on a refait les chambres heureusement à Sainte-Justine, mais moi je passais d'une chambre où je voyais le fleuve parce qu'on avait monté mon lit à une chambre où je voyais des barreaux puis un moustiquaire toute sale. Puis j'avais dit à mon chum, j'ai une chance qu'ils mettent des barreaux, je pense que je me pitcherais en bas. Tu sais, tellement que j'étais déprimée dans cette chambre-là. Fait que les 2 premières semaines à Sainte-Justine m'ont brassé beaucoup. Et il faut dire aussi que quand on va passer des examens à Sainte-Justine, moi, il me trimballait soit en fauteuil roulant ou dans mon lit, tout simplement. On voit des enfants gravement malades, mais gravement malades. Et là, tu dis, est-ce que j'ai vraiment d'affaires ici? Je trouvais que j'avais de l'air, tu sais, du chien dans le jeu de quilles, là. J'avais l'impression puis là, je me disais, ben non, toi, ton bébé, c'est parce qu'on le voit pas, il est dans ton ventre, mais il est comme eux autres, il a besoin d'aide. Mais cette période-là a été difficile. Et après, heureusement, j'avais des amis qui venaient me voir. Et en même temps, j'avais une amie, moi, qui se battait pour sa vie aussi, qui avait un cancer sérieux, qui est en chimiothérapie. Donc, j'ai mon ami psychologue qui était toujours là. Alors, j'ai eu cette chance-là d'être bien entourée parce que j'avoue qu'à certains moments, de ne jamais sortir de son lit, ça devient plus dur de voir son enfant partir à chaque jour, d'arriver enthousiaste, de partir enthousiaste, mais des fois, il s'en allait faire des activités qui m'intéressaient, mais tout le monde partait, puis moi, je restais, mais j'avais mon ami la télévision. Que j'ai toujours aimé, et la télé m'a beaucoup aidée, tu sais, ça amène une quotidienneté, la télé, le téléroman du mardi soir, on a hâte au mardi soir à 20h, même il y a des soirs, j'avais hâte que le monde parte parce que mon téléroman allait commencer, c'est que j'étais un peu étrange, hein, puis dans un hôpital, c'est un endroit où on ne dort pas, moi j'avais des femmes qui accouchaient la nuit, j'entendais des cris, des fois j'écoutais la télé de nuit, j'étais étrange, j'avais créé mon monde à moi. Et même, moi, je la trouvais bonne, la bouffe de l'hôpital. Tu sais, je ne jugeais rien. J'étais déjà qu'on m'apporte 3 repas par jour. Tu
sais, des fois, j'avais faim, je n'osais même pas demander de la bouffe. C'était étrange. J'étais en état de survie, moi, à l'hôpital. Et finalement, ben après ça, on a décoré la chambre. J'étais dans mon lit, je parlais à ma décoratrice, à quelqu'un qui m'aidait, à mon beau-père, à mon chum. Je faisais mes plans. Ça me prenait des activités pour me projeter dans l'avenir aussi. Le mental, il continue de travailler, on a besoin de l'alimenter. Ah, tout le temps, le téléphone, je parlais quand même au téléphone. Les jeux vidéo aussi qui ont une grande place. Oui, parce qu'à un moment donné, on a accepté à la 32e semaine de grossesse, on m'a dit, écoute, si tu connaissais un ami à moins de 10 km de l'hôpital, là, on t'enverrait là et chaque matin, une infirmière irait prendre tes signes vitaux, mais il faut que tu restes couché. C'est juste qu'il y avait peur que je tombe en dépression, tu sais, j'étais un peu tannée. Et c'est ce qu'on a fait. Et là, je pouvais jouer avec ma console vidéo, mon PlayStation à l'époque, Lara Croft, en fait Tomb Raider, mais c'est le personnage, c'est Lara Croft. Et c'était ma chum, Lara, là. Parce que la nuit, je me réveillais, je me disais, demain, j'ai pas pensé à ce chemin-là, je vais l'essayer demain. Alors, tu sais, j'étais obsédée, j'avais de la visite, j'avais eux aussi hâte qu'ils partent. À un moment donné, je disais, là, moi, j'ai Lara, là. Et, tu sais, puis même, une infirmière, quand elle venait à tous les matins, je parlais juste de ça, puis elle me disait, là, c'est parce que ça doit te stresser, cette affaire-là. C'est pas très bon pour ton cas. Tu devrais moins jouer. Mais les jeux vidéo m'ont aidé. On parle à ce moment-là beaucoup. Mais les jeux vidéo ont aidé Mario et moi quand on a su qu'on allait perdre notre enfant. Parce que nous, on a su, mettons, au début décembre, peut-être mi-décembre, mais on a décidé de passer une amniosynthèse cette fois-là aussi pour être sûr que c'était bien une trisomie 13 avant de mettre faire la grossesse. Et tu sais, quand tu sais ça, c'est dur, ces 2 semaines-là, parce que l'enfant, il est vivant, il bouge, puis en même temps, tu sais que tu vas lui donner la mort. Tu sais, c'est très, très complexe, très difficile mentalement. Et j'avais entendu Dominique Carpin dire qu'il y avait un nouveau jeu qui était sorti, Riven, qui est un jeu pas de suspense, mais tu sais, tu joues pas avec la manette, t'essaies pas de tuer du monde, mais un jeu d'aventure. Et je disais à Mario, viens-t'en, on s'en va au Future Shop, je m'en vais m'acheter un jeu vidéo. Puis là, Mario disait, tu vas-tu bien? On sort de l'hôpital, on nous donne une date, probablement pour mettre fin à la grossesse. Je dis, ben moi, je passerai pas au travers. Ça me prend quelque chose. Et on est allé chercher ça, on est revenu au condo à Québec et on s'est mis là-dessus. Et les deux, on a décroché, puis ça prenait tellement tout notre espace mental de jouer. Par contre, quand on arrêtait de jouer, c'est comme ça on avait pris un peu de recul. Parce que faut que tu trouves une fuite. Et je l'expliquais dans la couveuse, nous, c'est la fuite qu'on a trouvée. Puis c'est même la fuite que j'ai trouvée pour la grossesse de Charles à un certain moment donné. Mais peu importe c'est quoi, quand on vit ça, il faut trouver un moment où on sort de cet état de tristesse-là parce que ça nous aide pas. Alors que là, on a réussi. C'est comme si nous, pour notre fils Noël, on a fait déjà une partie du deuil avant l'accouchement. Ça nous permettait de prendre du recul, de revenir, d'aller chatter avec des gens qui avaient vécu ça. Comme il y avait des malformations majeures, on essaie d'en voir sur Internet. Il y a des gens qui nous envoient des photos de leurs enfants qui ont perdu à la naissance. Donc, quand Noël est arrivé, on n'avait aucunement de crainte. Le choc était moins là. Ah oui, il n'y en a pas eu. Parce que si j'avais accouché plus rapidement, il y en aurait eu un. Parce qu'il y avait, tu sais, comme par exemple, il y avait 6 doigts. Il y en a, le petit doigt, il y avait comme une penture avec un autre petit doigt. Et ça, on l'avait lu. Et moi, le premier réflexe, c'est de voir, OK, oui. Ah ben oui. Tu sais, nous autres, on était quasiment contents parce que ça répondait à ce qu'on avait vu. Toutes les malformations, on les voyait, puis ils nous faisaient pas peur du tout. C'était juste comme, OK, puis il était beaucoup moins pire que ce qu'on pense, qu'on avait comme image, là. On a eu un bel enfant avec une trisomie 13, il y en a, mais c'est correct de voir les images avant. On veut pas avoir peur de son enfant, mais c'est sûr que la première fois, quand ils font l'échographie, puis ils donnent à peu près 50 anomalies, tu dis, OK, quand il va sortir de mon ventre, c'est un monstre. Et c'est là que t'as peur. C'est drôle, là, parce que c'est ton enfant, mais t'as peur en même temps. Et finalement, quand tu lis puis tu prends le temps, tu dis, ben non. Et finalement, c'est pas en tout un monstre. Puis c'était très, très calme les minutes qu'on était avec lui. Et l'écriture de la couveuse, est-ce que ça a été difficile à écrire, de se replonger là-dedans? Ah, tellement, tellement. Moi, tu sais, il faut dire que c'est une éditrice qui m'a proposé d'écrire. Et ensemble, on a convenu que cette période-là de ma vie serait intéressante parce que elle voulait que j'écrive sur quelque chose sur les femmes. Mais je me disais, je suis pas une spécialiste, je sais pas si ça va parler vraiment. Et elle m'a dit, est-ce qu'il y a un moment de ta vie qui a eu un avant et un après? Et évidemment, j'ai dit oui, il y a 133 jours qui m'ont marqué dans la vie. Et j'ai commencé à écrire. Puis au début, j'ai commencé à écrire un
un récit très romancé avec des personnages et ça marchait pas. Et j'ai décidé d'y aller à fond et cette journée-là, ça veut dire que tu acceptes d'ouvrir et de reculer dans le temps. Puis comme moi, je suis pas genre à regarder beaucoup dans mon rétroviseur, j'avais pas analysé tout ça autant, mais je me souvenais de tout. Je me souvenais des odeurs. Et quand je me suis mis à écrire, je pense que j'ai pleuré toutes les fois que j'ai écrit. Parce que je relisais, tu sais, ce que j'avais écrit pour continuer. Puis à toutes les fois, et c'est dur écrire quand t'as une famille, ils ouvrent la porte, qu'est-ce qu'on mange pour souper? Là, t'es dans le bureau, tu dis, ah oui, c'est vrai, le souper, ben oui. Tu sais, alors je me suis isolée. À un moment donné, je suis partie dans le Bas-Saint-Laurent, j'ai loué le chalet d'un ami sur le bord du fleuve et ça m'a beaucoup aidée. Mais c'est un bon exercice à faire en même temps parce que je trouve que c'est une belle histoire. Tu sais, l'histoire qu'on a vécue, une fois qu'on la regarde, justement, parce que quand on la vit, on le sait pas, qu'est-ce que ça va donner. Mais quand on le regarde, ces 133 jours-là après, tu te dis, bon, ben, les gens autour avaient un bien plus gros rôle que ce que je me souvenais. Je me souvenais que les gens avaient été là, mais je me souvenais pas à quel point ils avaient été essentiels à la réussite. Mon amie Marcia Pilote m'a dit un jour, c'est pas ce que tu relèves, là, c'est un défi. Vois pas ça comme une épreuve, parce que pendant que j'étais dedans, elle m'appelait. Elle dit, c'est un défi, puis à chaque jour, tu t'en vas vers l'atteinte de ton défi. Hey, ça, j'ai aimé ça comme image. Je dis, OK, là... Ah, toujours des belles images, merci. Oui, mais c'est ça, c'est important, les images, parce que dans le fond, là, entre le lundi puis le mardi, qu'elle m'a dit ça, je vivais la même affaire, mais le mardi m'apparaissait plus beau. Puis je me disais, OK, moi, c'est un défi. Alors, je me suis fait un calendrier, puis je cochais mes journées. Et j'ai vu qu'à un moment donné, je cochais plus difficilement mes journées. J'ai OK, là, j'ai besoin d'aide, tu sais. Ben merci, Marie-Claude. On s'arrête et dans les prochains instants, tu présentes ton coup de cœur littéraire aux auditeurs. Parfait, merci.